Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je reviens vers vous pour poursuivre mes vidéos relatives au mariage entre musulmans et non musulmans. C'est la 5e vidéo dans cette série. J'avais déjà fait 6 vidéos en arabe sur ce thème, mais à la demande de certains parmi vous, je refais ces vidéos en français. Je me base notamment sur une brochure que j'avais écrite en 4 langues, français, italien, espagnol et allemand, qui existe aussi dans un ouvrage en anglais que j'avais aussi écrit. Vous trouvez sous cette vidéo le lien de mes ouvrages. Vous pouvez donc commander cette brochure si vous le souhaitez. Vous avez aussi mon adresse. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours m'écrire. Dans la première vidéo, je vous ai parlé d'un contrat de mariage que les partenaires ou les futurs partenaires devraient en principe signer. C'est un modèle de contrat de mariage que je propose, mais que les partenaires peuvent changer à leur guise. Et dans ces vidéos, je vous donne des explications supplémentaires sur les clauses de ce contrat-là. Parmi ces clauses figure l'aspect financier, ou ce qu'on appelle en français le régime matrimonial. C'est le terme adopté donc dans la terminologie juridique, en droit suisse ou en droit français. Certes, la brochure que j'ai faite concerne les mariages mixtes entre musulmans et non musulmans, cas de la Suisse. Mais les informations que cette brochure contient peuvent s'étendre à d'autres pays qui ont des systèmes plus ou moins similaires. L'important, c'est d'éveiller l'esprit et de faire réfléchir les couples sur les éventuels problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie conjugale et comment y remédier déjà avant le mariage. Concernant le régime matrimonial ou les rapports économiques entre les époux, il existe un régime qui s'appelle régime légal. Je parle de la Suisse, l'année de même en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne et ailleurs. Donc, il existe un régime légal. Mais le législateur permet au couple de choisir un autre régime qu'il décrit. Si le couple n'a fait aucun choix, ça sera le régime légal qui s'applique à eux. Sommairement, ce régime légal consiste à partager les biens du mari et de la femme en cas de divorce ou de décès en deux. Donc les biens sont en commun. Donc tout ce qu'ils ont acquis pendant le mariage sera partagé en deux. Mais ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, choisir le régime de la séparation des biens. Chacun garde ses biens et en cas de divorce ou de décès, chacun reprend, garde les biens
qu'il a lui-même et qu'il a acquis pendant le mariage, comme évidemment ce qu'il avait acquis avant. Les biens que les conjoints avaient avant le mariage restent la propriété de l'époux concerné. Et il faut savoir aussi qu'au cas de divorce, les rapports matériels des époux continuent, puisque la loi prévoit des obligations alimentaires. Ça, c'est le droit occidental, Suisse, France, Italie, etc. En droit musulman, le système est différent. Le régime légal est celui de la séparation des biens, alors que le régime légal en Occident ou dans les pays que j'ai cités, c'est la communauté des biens. Donc, en droit musulman, le régime légal est celui de la séparation des biens, ce qui signifie que chaque époux garde la propriété de ses biens acquis aussi bien avant que pendant le mariage. Ceci désavantage la femme qui reste au foyer pour faire le ménage ou s'occuper des enfants. Ce travail n'étant pas rémunéré, la femme sort du mariage avec les seules ressources qu'elle avait avant le mariage. Quant au mari, il garde tous les gains qu'il a réalisés avant comme pendant le mariage par ses activités lucratives. Cette inégalité est d'autant plus sensible que le mari peut interdire à la femme de travailler. Il faut ajouter à cela que la femme divorcée n'a pas droit à des prestations d'entretien que pour une durée très limitée, variant selon les pays entre quelques mois et 2 ans. Pour parer à cette situation économique précaire de la femme, le droit musulman prévoit le paiement obligatoire d'une somme d'argent de la part du mari, qui s'appelle soit sadaq, soit mahr, selon les régions. Et en français, on parle de douer, ou de dot, si vous voulez, de la part du mari à sa femme. Dans la culture occidentale, la femme apporte une dot, la trousse ou autre chose, dans le ménage commun. Ici, c'est le mari qui prévoit dans les contrats le paiement d'une somme d'argent ou autre. Une partie de cette somme peut être payée avant le mariage et l'autre sera payée en cas de divorce. Ou toute la somme peut être payée aussi après le divorce. Et en cas de décès, ce bien-là sera séparé puisqu'il appartient à la femme. Si le divorce est imputable à la femme, celle-ci perd le droit au reste du douer. Voilà, un musulman épouse une musulmane, il prévoit le paiement d'une certaine somme d'argent ou autre. Une partie est payée déjà avant la consommation du mariage. C'est comme ça. Et l'autre partie sera payée en cas de divorce. Mais si le divorce est imputable à la femme, celle-ci perd le droit au reste du douer.
D'autre part, pour obtenir la répudiation de son mari, la femme peut être amenée à renoncer au reste du douaire et à rembourser à son mari ce qu'elle en a déjà reçu. Nous en parlerons plus loin lorsque nous traiterons du sujet de la séparation, de la dissolution du mariage. Sachez aussi que ce douaire, l'argent que le mari s'engage à verser à sa femme, peut être un montant symbolique visant à ne pas trop charger le mari. Il peut toutefois aussi constituer une somme assez importante destinée à assurer l'avenir économique de la femme divorcée. Et ce douaire est en principe la propriété exclusive de la femme, mais parfois ses parents se l'approprient. Lorsque les conjoints se trouvent en Suisse ou dans un autre pays occidental, il est important qu'ils soumettent le régime matrimonial au droit suisse, parce que le droit musulman n'est pas avantageux. Si la femme choisit de rester à la maison, il faut que son travail soit pris en considération dans le partage des biens acquis du mari. Si la femme travaille, elle doit éviter que ses biens tombent entièrement dans le ménage ou dans les mains de son mari. À moins qu'elle décide que ce sera la communauté des biens, c'est-à-dire tout ce que le mari gagne sera propriété commune du mari comme de la femme, même si elle reste dans le ménage, au foyer pour s'occuper du ménage et des enfants. Elle doit exiger que le mari participe lui aussi aux dépenses du ménage. En effet, il arrive que des musulmans, comme d'autres d'ailleurs, épousent des Suissesses ou autres pour obtenir un permis de séjour et le droit de travailler dans ces pays. Ces maris peuvent avoir tendance à laisser à la femme la charge du ménage et à envoyer tous leurs gains dans leur pays d'origine. Lorsqu'ils estiment qu'ils ont assez gagné en Suisse, ils divorcent ou répudient leur femme et partent dans leur pays épouser d'autres femmes. Si le couple entend s'établir à l'étranger, il importe de s'entendre sur les droits économiques de chacun des conjoints, selon que la femme souhaite travailler ou rester à la maison. Il faut faire en sorte que la femme ne se retrouve pas dans la rue en cas de divorce, de répudiation ou de décès du mari. Il n'est donc pas inutile qu'elle exige de son mari le versement d'une somme d'argent, si possible importante, à titre de douaire, en prévision de telles éventualités. Ce sont les règles du jeu parmi les musulmans. Pour cette raison, l'ambassade suisse au Caire, par exemple, insiste pour que le douaire soit suffisamment élevé pour subvenir aux besoins de la femme en cas de divorce. Malgré cela, on constate que dans certains actes de mariage de Suissesses avec des Égyptiens, le douaire est d'une livre égyptienne, moins de 50 centimes suisses, moins d'un franc, moins d'un euro. Au Liban,
il arrive aussi que des bonnes familles, ne voulant pas vexer l'autre partie, s'engagent ou donnent comme douaire un exemplaire du Coran et 1 kilo de sucre, ce qui ne fait pas grand-chose en cas de divorce. Juste un douaire symbolique. Mais au cas où les problèmes arrivent, la femme n'aura que les yeux pour pleurer. Et je connais des cas dans ce sens. Pour éviter des situations difficiles, la femme doit exiger de la part de son mari un accord écrit avant le mariage, réglant toutes les questions matérielles. Les deux conjoints doivent garder constamment à l'esprit que les bons comptes font les bons amis. Évidemment, les gens peuvent se gêner à parler d'argent quand on est amoureux. On croit que la vie restera toujours printemps et bonheur. Mais les problèmes arriveront rapidement. Le mari gardera l'argent, gagnera l'argent. Il peut être avare ou il peut être généreux. Il peut jouer au casino ou autre. Et la femme peut être contrainte à rester dans la maison. Que faire dans ce cas-là? Je vais vous donner un cas d'un juif tunisien. C'est le même système qu'en droit musulman chez les juifs. Il avait épousé une Tunisienne, une juive. Et il avait prévu dans le contrat de mariage une dot. Mais on peut dire un musulman, c'est du pareil au même. Le couple était pauvre, tant le mari que la femme. Ils sont venus en Suisse. Le mari était débrouillard, il est vite devenu millionnaire. La femme, en bonne orientale, elle est restée à la maison pour lui faire des bons plats et s'occuper de ses enfants et du ménage. Mais voilà, le mari trouve une autre femme, il divorce de sa femme tunisienne juive, et qu'en est-il de l'argent? Il lui dit, écoute, moi je me suis engagé dans le contrat de mariage de te payer en cas de divorce tel dot. C'était un montant ridicule. Évidemment, la femme, avec un tel montant, elle peut tout de suite aller à la rue. Elle peut se prostituer pour vivre. Le mari est devenu millionnaire et elle est pauvre comme Job. Que faire? L'affaire est arrivée devant moi. Votre humble serviteur, je devais établir un avis de droit à l'intention du tribunal. Dans mon avis, j'ai dit que le couple vit en Suisse. C'est en Suisse qu'ils ont gagné leur argent. Le mari a gagné son argent. Puis il voulait que sa femme reste au foyer. Il serait injuste que tout d'un coup, s'il divorce, il ne lui paye que le petit montant qui était prévu en Tunisie. Et j'ai préconisé au tribunal que la moitié de l'argent acquis par le mari en Suisse soit versée à la femme. Évidemment, le mari juif, mais qui peut être aussi musulman, a vu rouge. Le tribunal l'a contraint
à payer. Mais ça peut arriver en tout temps, ces problèmes. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires. Je vous donne un autre cas pour que vous soyez conscient. Voilà un homme occidental épouse une musulmane et pour lui faire plaisir, il devient musulman. Et l'on fait un contrat de mariage avec une dot selon les normes musulmanes. Et il l'a fait même dans un pays musulman. Un beau jour, la femme demande le divorce, c'est elle qui demande le divorce. Elle n'a vécu avec lui que quelques mois. Et une fois qu'elle était divorcée, la femme a exigé que le mari paye à sa femme la moitié de sa fortune. Il n'avait pas prévu cette situation. Il pensait qu'il allait rester des amoureux. Je ne dois pas vous dire la suite. Je me suis occupé de cette affaire. Si le couple était passé chez moi avant le mariage, le problème aurait pu être réglé en 5 minutes. Un bon accord du début, ça vous sauvera, ça vous épargnera beaucoup de soucis et beaucoup de frais. Parce qu'après, il faut payer les tribunaux, les avocats, les experts, etc. Donc, un bon conseil, mettez votre accord même sur les points les plus sensibles dans les contrats. Et n'oubliez pas l'élément concernant l'argent, même si cela est gênant. Je répète, les bons comptes font les bons amis. Les mauvais comptes créeront forcément des ennemis. Voilà donc en ce qui concerne l'argent. Peut-être un autre cas que je veux vous donner. Cette fois concernant un couple de l'Afrique du Nord. Un couple marocain, pour le dire clairement. Je n'ai pas besoin de donner son nom. C'est une affaire dont je me suis occupé il y a des années. Je n'ai pas à vous donner des noms. Le mari et la femme décident de se séparer. Le mari arrive à convaincre la femme que, au lieu de divorcer en Suisse, devant un juge mécréant, il ferait mieux en tant que musulman d'aller divorcer au Maroc. Évidemment, la femme était sensible à l'aspect religieux. Mais oui, puisqu'ils étaient musulmans et tous les deux marocains, pourquoi aller laver les habits sales devant un juge suisse, qu'ils considèrent souvent comme mécréant? Ils préfèrent donc aller au Maroc divorcer. La femme ne voulait pas du mari, et lui ne voulait pas de la femme. Ils arrivent au Maroc. En peu de temps, ils obtiennent le divorce. Et le voilà de retour en Suisse, l'un libéré de l'autre. Mais le problème, il est où? Le problème, il est où? C'est que le droit marocain ne prévoit pas de pension comme c'est en Suisse et ne partage pas les biens
entre les conjoints comme en Suisse. La femme était perdante sur toute la ligne. La femme était perdante sur toute la ligne. Arrivée en Suisse, la femme heureuse de s'être libérée du mari et le mari tout heureux de s'être séparé de sa femme. La femme commence à sentir l'effet économique du divorce. Avant, le mari s'occupait du ménage et maintenant, elle doit s'occuper d'elle-même, de ses frais, du loyer. Que faire? Eh bien, elle a obtenu le divorce au Maroc. Et le divorce au Maroc est reconnu en Suisse. Elle s'est renseignée. Les avocats suisses lui ont dit « Mais tu es folle. Si tu étais divorcée en Suisse, tu aurais obtenu ceci et cela. » Ah, me suis trompé. Mon mari m'a présenté l'argument religieux et j'ai été donc divorcé au Maroc. Eh bien, maintenant, que faire? L'affaire est arrivée devant le tribunal. Le tribunal a dit, écoutez, vous avez voulu divorcer au Maroc. Eh bien, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. De quoi vous vous plaignez maintenant? Est-ce qu'on vous a forcé à divorcer au Maroc? Mais évidemment, le tribunal était sensible quand même à la situation de la femme. Il y a une injustice flagrante envers la femme. L'affaire est arrivée devant moi comme expert juridique. L'avocat me dit que faire. Le divorce est reconnu en Suisse. Le divorce marocain est reconnu en Suisse. Mais qu'en est-il des aspects matériels? Eh bien, le divorce marocain a réglé cette affaire à la manière marocaine. Et je dis que dans ce cas-là, on peut reconnaître une partie du divorce. L'aspect de la dissolution du mariage. Quant à l'aspect matériel, puisque eux vivent en Suisse, ça devrait être réglé selon les normes suisses. Et ainsi, on a pu sauver la femme. Sinon, elle aurait dû aller se prostituer ou aller à l'assistance sociale. Ça aurait coûté très cher à l'État. Pourquoi l'État doit-il payer alors que c'est au mari à le faire? Alors faites attention, quand vous divorcez, ne vous faites pas attirer par l'argument religieux. Regardez les conséquences, étudiez l'affaire soigneusement avec un avocat ou un expert dans le domaine. Vous n'avez aucun intérêt à divorcer dans un pays musulman. Faites-le en Suisse, au moins vos droits matériels seront garantis. Je ne vais pas trop m'étendre parce que me semble que ce que j'ai dit aujourd'hui est très important. Et ça suffit en soi pour bien réfléchir. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la dissolution du mariage. Comment on dissout le mariage? Où sont les problèmes? Quels sont les conflits avec les pays entre le droit occidental et le droit musulman? Je vais maintenant voir s'il y a eu des commentaires sur ce que je viens de dire. Oui.
Alors certains disent pourquoi j'ai fait cette vidéo en français. Je l'ai déjà faite en arabe. Donc vous pouvez y revenir. Le titre de cette vidéo en arabe, الزواج بين المسلمين وغير المسلمين والملحدين. Donc vous pouvez revenir à ces vidéos-là pour les visionner. Ces vidéos en français sont faites pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Et ils sont nombreux. Ça s'adresse aussi à des femmes occidentales qui veulent épouser un musulman. Mais sachez aussi que ce problème concerne aussi les couples musulmans. Je me rappelle d'une femme qui est venue chez moi, une femme musulmane, et a voulu m'acheter ma brochure. Je lui ai dit, mais celle-ci concerne le mariage entre musulmans et non-musulmans. Et vous, vous êtes musulmane et vous épousez un musulman. Il m'a dit, oui, mais je veux aussi connaître mes droits et mes devoirs. On lui a remis donc la brochure. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle est revenue chez moi pour me demander conseil comment faire puisque son mariage n'a pas marché. Ils veulent divorcer. Et il y avait parmi les problèmes posés des aspects économiques. Probablement, ils n'ont pas osé en parler avant le mariage. Vous savez, les bonnes familles se gênent à parler de mariage. Comme je vous l'ai aussi dit, au Liban ou en Iran, le mari offre à la femme un exemplaire du Coran et 1 kilo de sucre. Mais à quoi bon? À quoi peut servir 1 kilo de sucre et une copie du Coran lorsque vous serez confronté à des difficultés matérielles? Donc, ne vous gênez pas. Vous devez aussi manger, payer vos loyers, vous soigner, envoyer vos enfants à l'école, et tout cela coûte de l'argent. Qui paye tous ces frais pendant le mariage? Et en cas de dissolution du mariage, qui va se charger de tous ces frais? Ces éléments doivent être pris en considération. Il ne suffit pas de dire « je l'aime, il m'aime ». Non, non. Non, non. Lorsque quelqu'un venait chez moi, ou des couples venaient chez moi en disant qu'ils sont amoureux et veulent se marier, je dis « laissez l'amour dans le placard ». Maintenant, on parle des choses concrètes. J'ai commencé par les refroidir. Je suis juriste. Les sentiments ne m'intéressent pas. Certes, c'est intéressant, c'est bien de se marier avec quelqu'un qu'on aime et pas qu'on déteste, évidemment. D'ailleurs, tous ceux qui se marient disent qu'ils sont amoureux. Ça, soyez certains. Mais malgré cela, plus que la moitié des mariages finissent mal. Donc l'amour en soi ne suffit pas. Méfiez-vous de l'amour. Je vais vous raconter une petite anecdote pour que vous réfléchissiez un peu. Moi, je viens d'une famille paysanne. Ma pauvre maman avait quelques poules. Qui lui donnaient quelques œufs par jour. Et puis, on pouvait encore manger du poulet avec cela. Le problème, c'est que ces poules
ces poules, à un moment donné, voulaient couver. Elles faisaient des œufs, elles se mettaient sur les œufs pour faire des poussins. Et le problème, c'est que toutes les poules voulaient couver en même temps. Bon, d'un côté, il n'y avait pas assez d'œufs pour mettre sous les poules. Et deuxièmement, la famille était privée d'œufs pendant la période durant laquelle les poules couvent les œufs. Ça prend quand même quelques semaines. J'ignore combien de jours exactement. Je crois que c'est 28 jours, mais peut-être que je me trompe. Alors, qu'est-ce que faisait ma maman? Ma maman choisissait une poule qui avait le droit de couver. Les autres, ils prenaient un seau d'eau et le mettaient dans le seau d'eau, pas entièrement, mais jusqu'à la poitrine, et ils mettaient par-dessus une pierre. Elle mettait la poule dans l'eau, donc avec une pierre par-dessus. Après 2 jours, la poule refroidit. Elle n'a plus envie de couver. Et ainsi, ma pauvre maman pouvait continuer à manger des œufs. C'est ce que j'ai fait en fait avec les couples qui viennent vers moi en me disant « je l'aime, il m'aime ». J'ai dit « on s'en fout de vos sentiments ». Parce que quand il y a des problèmes, ce ne sont pas les sentiments qui vont les résoudre. Voyons concrètement les questions qui vont se poser. Alors, on prenait tous ces éléments et puis on voyait quels sont les points sur lesquels ils sont d'accord. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, je leur dis, votre amour, vous pouvez le mettre là où vous voulez. Ça ne va pas vous sauver. Vous pouvez continuer à vous aimer, mais ça ne sert à rien de vous marier. Vous aurez des problèmes à ne plus finir et votre mariage finira très mal. Donc c'est important que les gens laissent de côté les sentiments. Ils sont importants, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais il faut les laisser de côté et parler concrètement. En tant que juriste, je suis appelé à être cynique dans l'intérêt du couple. Parce que ça me fait aussi mal au cœur qu'un jour, le même couple arrive vers moi avec des problèmes qu'on aurait pu résoudre facilement. Voilà, je m'arrête ici. Vous pouvez demander la brochure que vous pouvez lire à votre aise. Faites connaître ces vidéos autour de vous. Si vous avez des problèmes, contactez-moi et j'essaierai de vous aider. Nous reviendrons donc dans une prochaine vidéo pour vous parler de la dissolution du mariage. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire like pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit. Demain, on continuera donc avec la dissolution du mariage. Bonne soirée, bonne nuit, au revoir.